Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, au nom de Swiss Accounting, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de préparation aux examens. Vous arrivez en effet au terme de votre formation en vue des examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Vous représentez la relève pour nous, c'est pourquoi nous tenons à cœur de vous aider à la préparation de ces examens pour la première fois en Suisse romande. Aujourd'hui, Sabrina Lambat vous présentera le thème de la consolidation. La présentation d'aujourd'hui sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube puisque la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Je vous remettrai encore en temps utile le lien pour y parvenir. En raison du nombre de participants, il ne sera malheureusement pas possible de poser des questions, mais si vous y tenez, vous pouvez toujours m'adresser un mail et puis on essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible. Je passe maintenant la parole à Sabrina pour la présentation de ce problème. Merci Sabrina. Merci Yvan, bonjour à tous. Alors, je vais traverser la solution avec vous et vous donner quelques explications complémentaires. Donc, nous avons donc le premier problème, méthode de mise en équivalence. Alors, effectivement, on a une société holding, H, qui fait l'acquisition d'une participation à 30% de A à un prix d'achat de 250. On nous dit bien que H applique déjà les Swiss GAAP RPC 30 dans leur version en vigueur au 1er janvier 2024. Qu'il y a un goodwill payé par H qui est imputé donc sur les fonds propres, du coup RPC 3014, et l'allocation du prix d'achat se limite aux étapes nécessaires minimales conformément aux standards. Au moment de l'acquisition, les capitaux propres ajustés de A se composent de capital action de 200 et des réserves de capitaux de 400. Alors, l'une des raisons majeures qui ont poussé H à prendre ses participations, c'est que cette dernière possède un portefeuille client important. Donc, comme on sait qu'on va appliquer RPC 3014, on va devoir tenir compte de ces immobilisations incorporelles, qui sont estimées à 160 au moment de l'acquisition. Ensuite, on nous donne bon, le tableau des bénéfices et de distribution de bénéfices. OK. Donc, à calculer le goodwill payé par H à l'achat. Donc, on a le prix d'acquisition de 250 moins les 30% des fonds propres, soit 200 et 400, qui font 600, à 30%, 180. Et comme on l'a dit, on va prendre en compte le brevet de 160 à 30%, ce qui fait 48. Le goodwill est donc de 22. Ensuite, la question B, calculer les valeurs de mise en équivalence au 31 décembre 2005. Donc, on va avoir l'état initial de la valeur de mise en équivalence, qui est, en d'autres termes, les fonds propres acquis. Donc 30%, c'est-à-dire 228, plus les ajustements qu'on nous donne déjà, de 10. Les ajustements, Mon bonnet à pied. Non, mais je boucle la webcam. De toute façon, ça a déjà commencé, je suis pas prête. Je suis pas dans le truc là. Ouh. on vous entend? OK. Donc ces ajustements de 10 peuvent être calculés, soit les amortissements, soit le goodwill de 22, donc plus 22, et deux fois l'amortissement du brevet, c'est-à-dire 2 fois 6, donc moins 12. Ce qui fait un total de 10 qui nous est donné. Donc 228 plus 10, 238. Ensuite, on a la part des bénéfices qu'on va ajouter et la distribution de dividendes, bien sûr, à chaque fois au prorata de 30%. Et l'amortissement du brevet pour chaque année. Ainsi, on va reprendre donc les chiffres du tableau. Résultat annuel, donc on a 70 pour 2003, moins 60 pour 2004, 40 pour 2005, et la distribution du bénéfice, donc 30 pour 2003, 20 pour 2004 et 10 pour 2005, qu'on va à chaque fois calculer au prorata, c'est-à-dire à 30%. Donc, part des bénéfices pour 2003, 30% de 70, 21, distribution de dividendes, 30% de 30, moins 9, et l'amortissement du brevet, 30% des 160, ce qui nous fait 6. Ensuite, donc, on a l'état final au 31/12/2003, qui est de 244. On continue donc avec la perte de 60 à 30%, moins 18, le dividende 30% de 20, moins 6, et l'amortissement du brevet, de nouveau, moins 6 pour l'année. À la fin 2004,
l'état final de la valeur de mise en équivalence est de 214. Pour 2005, on nous dit qu'on a une augmentation de capital. Alors, l'augmentation de capital, il a été augmenté de 64 avec un AGO de 25%, donc 64 fois 125% à 30%, puisque les actionnaires ont participé à hauteur de leur quote-part. Ainsi, on a 24. La part des bénéfices, donc 30% de 40, qui est égal à 12. Le dividende, 30% de 10, moins 3. Et l'amortissement du brevet pour l'année, moins 6. L'état final de la valeur de mise en équivalence au 31/12/2005 est donc de 241. La question C, quel est le montant de la valeur maximale au bilan de la participation A dans les livres comptables de H au 31 décembre 2005, dans les comptes annuels statutaires selon le Code des obligations? La valeur maximale, ben, c'est 250 plus la part d'augmentation de capital, à savoir 24. On a donc 274. Pourquoi? Puisque la valeur maximale, c'est le prix d'acquisition, selon l'article 960A du Code des obligations. Pour être plus précis, alinéa 1 et 2. Quelles sont les écritures de consolidation nécessaires pour l'année 2005? Alors, on va prendre les 250 d'acquisition et l'état final de la valeur de mise en équivalence au 31/12/2004, donc 214. La différence, 36, va être imputée aux réserves issues du bénéfice. Donc, on a bien réserve issue de bénéfice à participation aux sociétés affiliées pour 36. Ensuite, en ce qui concerne 2005, on reprend les 12 de la part de bénéfices, les moins 3 de distribution de dividendes et l'amortissement de brevet, moins 6, ce qui nous donne 3. Et les écritures sont donc participation aux sociétés affiliées à bénéfice bilan, 3, et bénéfice compte résultat à produits issus des sociétés affiliées, 3. Pour la question E, donc, le goodwill, cette fois, est activé et amorti sur 10 ans. Comment l'allocation du prix d'achat diffère-t-elle de la situation initiale? Et quels sont les changements généraux dans la procédure d'évaluation et de consolidation si le goodwill est activé au lieu d'être imputé sur les capitaux propres au moment de l'acquisition? Si le goodwill est activé, on peut renoncer à saisir les immobilisations incorporelles. Donc, on n'aura plus, en fait, à inclure dans le calcul du goodwill le brevet pour 30% de, c'était 160 si je me rappelle bien. Voilà. Et ça, c'est la norme RPC 18 qui nous le dit. RPC 30, alinéa 18 qui nous le dit. Donc, le calcul est donc le suivant. On aura le prix d'acquisition de 250, moins la part des fonds propres acquis, 30% des 200 de capital action, plus les 400, donc 180. Et ceci nous donnera un goodwill de 70. On nous dit que le goodwill est amorti sur 10 ans, soit 7 par année. Les produits provenant des sociétés affiliées est donc de 5, c'est-à-dire qu'on a la participation au résultat de 12, moins l'amortissement du goodwill de 7. Voilà pour ce premier problème. Pour le problème 2, je vous propose en fait un complément à la solution, puisqu'il y a quelques erreurs de calcul, aussi d'intitulé. Par exemple, le problème 2 en fait devrait s'intituler compte 1 et compte apuré 2, et non pas avec méthode de mise en équivalence, vu qu'on a une acquisition de 60% de l'entreprise Tigris. Alors, je vais juste partager le complément. Voilà. Donc,
Je vais vous expliquer en fait le raisonnement qui à chaque fois va porter sur l'identification des réserves latentes à la date d'acquisition, soit au 1er janvier 2002, et ensuite euh, de la... Enfin, pardon, juste pour compléter ça, donc l'identification des réserves latentes à la date d'acquisition au 1er janvier 2002 qu'on va imputer aux réserves du capital, et ensuite la variation de ces réserves latentes, euh, c'est-à-dire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, quelle est la variation de ces réserves qu'on attribuera aux réserves issues du bénéfice, et ensuite la deuxième variation de ces réserves, soit du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003, qui va être attribuée en fait au résultat de l'année. Alors, pour commencer, on a donc au 1er janvier 2002, Pantera qui achète 60% de Tigris pour un montant de 310. On nous dit que Pantera tient la comptabilité actuelle selon les principes du droit commercial CO et que pour sa consolidation, Pantera applique les dispositions de Swiss GAAP RPC. Donc, première information, au moment de l'acquisition, Tigris possède un capital action de 100, des réserves légales issues de bénéfices de 60 et des réserves facultatives issues du bénéfice de 8. Alors, on sait qu'au moment de l'acquisition, toutes les réserves légales issues du bénéfice et réserves facultatives issues du bénéfice au moment de cette acquisition vont partir dans les réserves de capital. La différence sera imputée aux réserves de bénéfice. Donc, c'est ce qu'on voit dans la solution. Alors, ça va être un peu compliqué pour moi de jongler, mais euh, on voit bien les 60 qui sont imputés dans les réserves de capital et les 8 qui sont imputés dans les réserves de bénéfice. Ainsi, on a 10, pardon, aux réserves de capital, excusez-moi. Ainsi, on a 10 de différence, donc les 50 et les 60, et une différence de 10 qui va être imputée aux réserves de bénéfices. Ensuite, on nous parle donc du Ducroix, qui devrait être à 0. Il est clair qu'il y a des réserves latentes. Au 1er janvier 2002, on nous dit que le Ducroix était de 20, donc des réserves latentes de 20 qui seront imputées aux réserves issues de capital. Au 31 décembre 2003, on nous dit que le Ducroix a augmenté de 3 pour s'inscrire à 15, c'est-à-dire qu'au 31 décembre 2002, le Ducroix était de 12. Donc, on va avoir 20 qu'on impute aux réserves issues de capital, la variation de réserve latente de 8 qui seront imputées aux réserves issues de bénéfices, et 3 de variations pour l'année 2003 qui seront imputées aux bénéfices de l'année. La correction de valeur de stock. Donc, je ne vais pas vous relire toute la donnée parce que c'est assez long, mais on l'aura compris, on a une réserve latente de 1 tiers après correction de valeur. Donc, en fait, si on reprend les calculs, on a un stock de 180 au 1er janvier 2002. Au 31 décembre 2002, on a 160 et au 31 décembre 2003, 150. À chaque fois, on va imputer en fait la correction de valeur de stock réelle, c'est-à-dire moins 9 au 1er janvier 2002, moins 7 au 31 décembre 2002 et moins 21 au 31 décembre 2003. Ce qui nous donnera donc 171 de stock représente 3 tiers au 1er janvier 2002, 153 au 31 décembre 2002 et 129 au 31 décembre 2003. La réserve latente étant de 1 tiers, on va donc diviser 171 par 3, ce qui va nous donner 57 au 1er janvier 2002, qu'on imputera aux réserves issues de capital.
On aura 51 au 31 décembre 2002, ce qui veut dire que 57 moins 51, c'est 6 de variation de réserve latente qui seront imputés aux réserves issues de bénéfices et 43 au 31 décembre 2003. Donc 51 moins 43, on a 8 de variation de réserve latente qui seront imputées aux bénéfices de l'année. En ce qui concerne la marque, on nous dit qu'il y a donc une marque qui n'a pas été portée au bilan pour un montant de 240, qui sera imputée aux réserves issues de capital. Donc ça, c'est à la date de l'acquisition. Que l'amortissement est un amortissement direct sur 20 ans, donc 12 par année. On va donc amortir 12 qu'on va imputer aux réserves issues de bénéfices pour l'année 2002 et 12 pour l'année 2003 qui seront imputées donc aux bénéfices de l'année. Là, je vous ai remis les écritures puisqu'il y avait une petite erreur déjà de calcul. En fait, on a 24 dans la solution proposée, mais en fait, c'est 12 d'amortissement. Donc, les écritures, ben, c'est bien immobilisation incorporelle à réserve issue de capital pour un montant de 240. Ensuite, les réserves issues de bénéfices à immobilisation incorporelle pour 12, donc l'amortissement 2002. Et puis, bénéfice bilan à immobilisation incorporelle pour 12, amortissement à bénéfice compte résultat pour 12, pour l'année 2003. Ensuite, en ce qui concerne les provisions pour garantie, on nous dit que économiquement, elles doivent être à zéro. Donc, on sait que au 1er janvier 2001, 1er janvier 2002, pardon, les provisions pour garantie s'élevaient à 30. Du coup, on aura 30 qu'on va imputer aux réserves issues de capital. On nous dit que au 31 décembre 2003, la provision sur garantie a diminué de 35 à 28. Donc, on peut calculer de nouveau nos variations de réserve latente et imputer donc 35 moins 30, c'est-à-dire 5 aux réserves issues de bénéfices, 28 moins 35, c'est-à-dire moins 7 aux bénéfices de l'année. Et finalement, les provisions pour personnel. Donc, on sait que des paiements variables de 40 sont attendus pour les prochaines années au moment de l'acquisition. Donc, on sait qu'on va devoir constituer au moment de l'acquisition une provision de 40 qui vont être imputées aux réserves issues de capital. On nous dit que à la fin de l'exercice 2002, 10 étaient encore en suspens. Donc, on a bien notre 10 au 31 décembre 2002, c'est-à-dire que la variation sera de plus 30 et que des paiements à hauteur de 6 ont été effectués en 2003. Donc, au 31 décembre 2003, on doit finir avec 4 de provisions. Donc, les 40 attribués aux réserves issues de capital, les 30 aux réserves issues de bénéfices et les 6 aux bénéfices de l'année 2003. Voilà pour ce problème 2. Vous allez donc avoir aussi une différence dans les chiffres qui sont proposés dans la solution, c'est-à-dire que pour les immobilisations incorporelles, donc l'erreur, elle est ici, c'est pas 24, mais c'est 12. Et on aurait donc 204 plus 12. Alors, juste pour le chiffre, ça fait 216. On va aussi retrouver ici dans les réserves issues de bénéfices. Donc là, on a 49, mais en fait, ça devrait être 61. 49 plus 12. Et puis, les totaux vont donc être de 874. Et là, pour le compte résultat, il n'y a pas de changement. Voilà. J'espère que c'était clair.